Premier invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous publiez Voyage au centre du système, évidemment avec des guillemets comme on dit, édité chez Grasset. C'est pas facile de définir le système, c'est tellement connoté, c'est usé beaucoup par les partis populistes avec succès. C'est quoi s'il fallait expliquer les cercles de pouvoir médiatique, politique, économique, intellectuel, au confluent de tout ça, dont vous êtes un peu le parangon, diront les mauvaises langues d'ailleurs. Hein. Non, mais j'assume tout à fait. Le système, il suffit de le définir à travers ce qu'en pensent ceux qui le détestent, qui ont leur principal slogan politique, c'est-à-dire en effet les populistes de tout poil. Avec succès. Avec succès, avec malheureusement du succès. Le système, c'est toutes les formes de pouvoir dans la société telle qu'elle est. Alors dans ce bouquin, je parle des 4 formes de pouvoir que la vie m'a donné l'occasion de fréquenter, c'est-à-dire le système politique, le système économique, le système intellectuel et le système médiatique. Voilà. Mais il y en a d'autres. Il y a le système de ce point de vue scientifique, mais je ne le connais pas. Voilà, c'est toutes les formes de pouvoir. Au nom d'une croyance qu'une société sans élite, au fond, c'est ça l'enjeu. S'il y a système de pouvoir, il y a des élites. Donc une société sans élite pourrait fonctionner et serait la quintessence de la démocratie, ce qui est une foutaise. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de pays sans élite, selon vous. C'est quoi Il n'y a pas de pays sans élite. Je préfère le mode de fonctionnement qui aboutit aux élites occidentales à la manière dont les Cubains fabriquent leurs propres élites. La Chine, c'est tout autre chose. La Chine est un système qui sait choisir ses élites de manière très claire et qui a de ce point de vue une tradition millénaire. C'est au fond, à part le monde occidental, le pays qui fabrique le plus des élites dans un climat politique qui n'est pas le nôtre. Oui, et qui n'est peut-être pas souhaitable non plus. Sauf que les élites en France ne représentent pas bien justement la société française d'aujourd'hui. C'est ça le fond du problème. C'est un des problèmes d'ailleurs. Non, à mon avis, le vrai problème qu'il faut affronter, c'est celui-là. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement qu'elle ne représente pas bien, c'est que l'ascenseur social qui permettait quand même à toute personne très douée scolairement d'atteindre les cercles des élites en France, cet ascenseur social est brisé. Il n'est pas normal qu'il y ait aujourd'hui moins d'enfants issus des classes modestes de la population, monde ouvrier, mais pas seulement monde ouvrier, qu'il n'y en avait il y a 50 ans quand j'étais en classe de préparation aux grandes écoles. Que le système, ce qui aurait été normal, c'est qu'il y en ait davantage, c'est-à-dire que le système se soit de plus en plus démocratisé. Or, il s'est refermé. Et si nous ne traitons pas cette question, alors là, en effet, notre, entre guillemets, légitimité serait raisonnablement et logiquement en cause. Mais si l'ascenseur social s'est grippé, quelle part de responsabilité des élites? Certains disent les élites se sont accaparées dans l'entre-soi, justement, ce pouvoir. Non, c'est pas pour elles n'ont pas fait ça pour fermer l'entre-soi, c'est qu'elles n'ont pas eu, c'est vrai, le courage d'imposer à la société française la réforme de l'éducation qui s'imposait. Ce que fait aujourd'hui Jean-Michel Blanquer est parfait. Mais on n'en aura les résultats que dans 15 ans. Ouais. Je veux dire, quand il dédouble les classes dans les zones en difficulté, ça veut dire en effet qu'on peut espérer qu'il favorisera l'ascension de gosses qui ont aujourd'hui 6 ans. Ouais. Donc, on le saura quasiment dans 15 ans. Ouais. Mais dans cette France qui subit, mais comme d'autres pays, la mondialisation, qui, on l'a dit, n'a plus accès à cet ascenseur social, qui voit son niveau de vie stagner, il faut le dire, et ce n'est pas seulement la France, mais le pouvoir d'achat, le niveau de vie a stagné dans les classes moyennes. Vous abordez un autre sujet. Mais vous avez raison. Le premier point, c'est que la mondialisation n'est pour rien dans la rupture de l'ascenseur social. Parce que beaucoup de gauchistes, entre guillemets, disent « mais oui, mais l'accumulation du capital fait que les voies d'ascension sociale sont réservées aux enfants des catégories favorisées les plus riches ». C'est pas vrai.
Il vaut mieux dans la société française aujourd'hui être fils de prof au Collège de France pour pouvoir un jour se retrouver à Normal Sup, à l'École Polytechnique ou à l'ENA, que fils d'un entrepreneur. Donc sur ce sujet-là, l'argent ne compte pour rien. Ce qui compte, c'est ce que Pierre Bourdieu appelait le capital culturel. Et le capital culturel, il ne se confond pas totalement avec le capital financier. Le sujet que vous abordez par ailleurs est tout autre. C'est vrai que la globalisation a empêché d'augmenter les salaires. Non, ça met sous pression les salaires. La globalisation a abouti au fait que l'accumulation des richesses s'est faite au profit d'une petite minorité et que le pouvoir d'achat de la masse a en effet stagné, peu ou prou. Pas seulement en France, on pourrait dire pareil aux États-Unis. Mais le problème, mais beaucoup moins en France. La France est parmi les pays les plus riches, un des plus égalitaires. C'est de très loin. Avant et après redistribution. Après redistribution, je veux dire. Alors, quand on dit il y a 55% du PIB qui passe dans les mains de l'État, oui, d'accord. Mais une bonne partie, c'est un système de redistribution qui lime à la marge quand même les trop grandes inégalités monétaires. Il n'empêche que l'absence d'augmentation du pouvoir d'achat pendant 20 ans a créé des frustrations très grandes. Et quelle responsabilité des élites dans cette fracture et dans ce décrochage du pouvoir d'achat? Non, c'est la responsabilité de la population française, globalement. La population française n'accepte pas ou n'acceptait pas les réformes dont l'économie française avait besoin. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons perdu, en réalité, les contre-pouvoirs qui peser. La vie est faite de pouvoir et de contre-pouvoir. L'affaiblissement du pouvoir syndical dans les entreprises privées, de ce point de vue, est une catastrophe, puisque la dialectique qui contribuait à la fixation raisonnable des salaires n'existe plus. Et on demande à ce moment-là à l'État de corriger a posteriori des écarts qui, dans l'entreprise, aurait pu faire l'objet d'un consensus s'il y avait des syndicats puissants. Mais c'est ce que voulait faire le président Macron, de déléguer au niveau de l'entreprise. Pourquoi vous parlez de ce qu'il voulait faire au passé? Non, de ce qu'il veut faire. Vous êtes un vrai, vous êtes dans le sens où ce qu'il a essayé de faire. Non, ce qu'il voulait faire avec sa loi travail. Mais il a. Je pense qu'il y a un rapport de causalité entre le fait que le chômage a baissé à la fin de l'année plus qu'on ne le pensait et les ordonnances sur le travail. Les créations d'emplois qui ont été divisées par 2 dans le privé. C'est 350 000 créations de postes à 170 000 entre 2017 et 2018. Et le niveau de croissance économique, il a évolué comment pendant ces années-là? De 2,3 à 1,6. Bon. Donc, ce que je crois simplement, c'est que quand vous faites une réforme de cet ordre, il faut des années avant que les comportements s'ajustent. Mais c'est une réforme qui était vitale. Des pays qui ont fait davantage. C'est intéressant de regarder l'Espagne. L'Espagne a été dans une crise très supérieure à la nôtre. Donc elle a fait une réforme du marché du travail infiniment plus brutale que la nôtre. Et le rythme de croissance économique en Espagne et de baisse du chômage est en parallèle, infiniment supérieur à ce qu'il est chez nous. Avec un décrochage tellement grand que si on regarde, on n'est pas sûr que le PIB ait retrouvé ou de peu le niveau... Si, en Espagne, il l'a retrouvé. Le pays où il ne l'a pas retrouvé, ce qui explique beaucoup de choses dans la dérive populiste, c'est l'Italie. Qui a un problème de fond, pour le coup, de manque d'investissement dans l'entreprise. Tout ce qu'on a dit avant, c'était aussi des problèmes de fond. Oui, c'est vrai aussi. Non, mais qui en connaît d'autres par rapport aux nôtres, ça voilà, je veux dire. Pour clore sur les élites, il y a quand même, selon vous, une espèce d'attraction-répulsion de la part des Français pour ces élites? Je ne vois pas de meilleur exemple, cette attraction-répulsion, que leur attitude à l'égard d'Emmanuel Macron. D'un côté, ils disent il est la quintessence des élites françaises qu'on déteste, etc. De l'autre côté, ils sont tous ébahis, vous tous aussi, devant les prestations qu'il a faites dans le grand débat, les 7 heures où il répond à toutes les questions. Donc ça veut dire que les Français sont admiratifs devant ce qui est au fond qu'un grand oral de l'ENA de 7 heures, alors qu'ils jettent l'opprobre sur ce même système dont c'est la meilleure justification. Donc les Français, ils sont schizophrènes, bien sûr, sur ce sujet. Avec l'idée quand même, quand on parle du pouvoir d'achat, et vous l'admettez dans le livre, qu'il y a un écart entre le travail et le capital qui s'est élargi dans des proportions trop importantes. Mais j'admets, c'est pas que j'admets, je mets le doigt sur des choses capitalisme, qui sont... C'est consubstantiel, inhérent au fonctionnement du capitalisme. Aujourd'hui, l'équation est très simple. La part des revenus du capital a cru très largement par rapport aux revenus du travail. À la limite trop, parce que ça fabrique des inégalités. D'autre part,
on ne peut pas augmenter significativement les salaires à cause de la force de la concurrence internationale. Ouais. Donc il n'y a pas d'autre réponse que de faire des salariés les actionnaires de leurs entreprises. Vous plaidez pour un développement rapide, massif de l'actionnariat salarié. Comment on fait pour aller plus loin? Parce que, évidemment, il faut qu'ils puissent toucher les dividendes, les fruits de la croissance de leur boîte, mais c'est-à-dire qu'on cumule le risque entreprise avec un... Vous voyez, on est à la fois, on a un risque sur son contrat de travail, on a un risque... Parce que vous pouvez faire l'actionnariat salarié, peut se faire à travers des souscriptions. On peut garantir, en réalité, que le capital ne perdra pas, mais qu'il y a un risque, en revanche, sur les valorisations ultérieures. Il y a des systèmes très sûrs, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises françaises, il ne faut pas l'oublier, c'est une spécificité française, dont le premier actionnaire est salarié, et l'ensemble des salariés. Dans le bâtiment et les travaux publics, c'est général. Comment on fait pour aller plus loin? Comment on fait pour aller plus loin? On fait une loi qui n'a pas été faite, ce n'est pas dans la loi Pacte. La loi Pacte favorise l'intéressement et la participation, c'est-à-dire le partage du profit. Ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je suis pour le partage du capital. C'est-à-dire que je pense que les entreprises cotées, c'est assez facile à faire, et que dans les entreprises, les petites entreprises, où les patrons ont une répulsion pour ça, en disant « mon pouvoir », c'est dire « ok, vous émettez des actions sans droit de vote, donc votre pouvoir ne sera pas en cause, mais les salariés participeront à l'accroissement de la valeur du capital ». Vous avez la dent dure contre certains patrons du CAC 40. Qu'est-ce que vous leur reprochez? C'est quoi? C'est les rémunérations dans l'absolu, ou le fait que parfois elles ne soient pas bien corrélées, c'est un euphémisme, aux résultats, aux performances de la boîte? Je pense que pour que le capitalisme... Moi, je crois qu'il n'y a pas d'autre système économique que le capitalisme. Je veux dire, l'économie de marché, c'est la loi de la gravitation universelle. Le pire, universelle. à l'exception de tous les autres. Le pire système à dépendre de tous les autres. Je pense qu'à ce moment-là, il faut en respecter les principes cardinaux. Je pense qu'il est très difficile que des managers s'enrichissent quand les actionnaires s'appauvrissent. Je pense que je n'ai aucun problème. Et c'est le cas trop souvent aujourd'hui? Ça arrive. Je n'ai aucun problème. J'ai été dans ma vie dans des nombreuses commissions de rémunération pour que l'intéressement des salariés soit des managers soit très important si les actionnaires s'enrichissent de manière très importante. Il faut une vraie corrélation. Mais la déconnexion n'est pas acceptable. Et qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans les mécanismes qui existent aujourd'hui? Les retraites chapeaux. Ouais. C'est-à-dire les retraites chapeaux, je considère que l'entreprise n'a pas à être un État-providence pour ses dirigeants. L'État-providence, il est en dehors. Les stock options, je suis pour les stock options. Je regrette d'ailleurs que leur importance se soit réduite. Je préfère de beaucoup les stock options aux actions gratuites. Pourquoi? Parce que les stock options, vous incitez à partager une plus-value. Les actions gratuites, en réalité, vous donnez déjà. Donc c'est plus avantageux pour ceux qui reçoivent. Et ce n'est pas un hasard si elles se sont développées autant aux dépens des stock options. Bon, évidemment, un petit mot de l'actualité à la main. La synthèse du grand débat, on le sait, ça sera le 8 avril. On a compris que les Français étaient en attente de plus de services publics, de proximité, de plus de pouvoir d'achat. Le problème, c'est que le président, il a les poches vides, même si on a vu que le déficit public était finalement de 2,5 en 2018 et qu'on devrait tutoyer les 3% en 2019. Je pense, si vous voulez, que ce qui, sur les ronds-points, était intéressant, c'est que les gens réclamaient des hausses de pouvoir d'achat et ne parlaient pas de hausse salariale. C'est très intéressant. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'ils ont un problème avec les postes fixes du budget. Les postes fixes du budget, c'est en effet le transport domicile-travail, c'est l'électricité, toute une chose, c'est le permis de conduire, ce genre de choses. Je pense que sur chacun de ces sujets, il peut y avoir des réformes qui améliorent substantiellement, des réformes du quotidien, qui améliorent substantiellement les choses sans que ça coûte aux deniers publics ou que ça coûte que marginalement. Plus de concurrence, non, pas seulement. Premier exemple, il y avait beaucoup de femmes sur les ronds-points monoparentales dont les maris ne payaient pas les pensions. C'est pas compliqué de faire une agence qui garantit les pensions et qui se substitue à la femme pour se battre contre le mauvais payeur, et il payera beaucoup plus facilement, il remboursera. Exemple, je pense que le permis de conduire, qui est une charge financière pour un ménage modeste extrêmement lourde, d'une manière ou d'une autre, devrait être inséré dans le cursus scolaire. Exemple, en région parisienne, les entreprises payent pour le déplacement de leurs salariés le versement transport et 50% du pass Navigo. Quand vous avez une usine à Romorantin et que les gens viennent de 20 km, les entreprises ne donnent aucune aide. Il faut arriver à un accord patronat-syndicat pour qu'il y ait une aide à ces déplacements. Donc il y a des mesures de pouvoir d'achat à apporter. Il y a des mesures
qui peuvent avoir des effets immédiats sur la vie des gens sans aller pomper massivement dans les poches d'un État impécunieux. Et sans aller taper dans les poches des riches, il y a Non, on a mais compris si, qu'il y avait attendez, toujours non, cette mais idée si, qu'il attendez, faudrait faire si, payer les riches. non, mais Il pourra y couper ou pas à lâcher une mesure franchement, symbolique? Parce que la politique, c'est la symbolique, vous le savez. Moi, je n'ai aucun problème. Si le gouvernement augmente le taux marginal de l'IRPP à 50%, parce que là où il est à 45%, très bien, d'accord. Pourquoi j'ai aucun problème? Parce que ça ne perturbera pas massivement le fonctionnement du système économique. À New York, l'impôt sur le revenu, c'est 53%. À Los Angeles, qui est quand même pas la ville la plus socialiste de la Terre, c'est plus de 50%. En Angleterre, où l'héritage Thatcher a fait quand même qu'on ne peut pas dire que les riches soient malheureux, c'est 50%. Donc s'il faut faire ce petit geste symbolique, faisons-le. En revanche, il ne faut à aucun prix rétablir l'ISF, mais je ne vois pas le président de la République, tel que je le connais, céder sur ce terrain-là. C'est un roc. Même s'il a dit d'abord on évalue. D'abord on évalue, ensuite on verra. N'oubliez qu'on partez de l'hypothèse que cet homme est un roc. Bon. Autour du roc, il y a des rochers, il n'est pas tout seul. Encore que certains disent que. On a vu Ismaël Emelien. Je ne commenterai pas. Écoutez, non, mais ça veut dire que. Non, c'est intéressant parce qu'il a dit hier sur BFM TV que le président Macron ne pourrait pas être candidat en 2022 s'il ne réussit pas d'ici là, sans dire c'est quoi réussir. Je trouve que cette phrase est vaine. Parce qu'elle mérite d'être précisée non, sur les conditions. C'est quoi un quinquennat réussi C'est ça le sujet qui est derrière. Attends, non, mais ça ne veut rien dire. Un quinquennat réussi, vous pouvez imaginer une situation internationale paisible et donc vous voyez uniquement les paramètres économiques. Un quinquennat réussi, c'est quand il y a une bourrasque internationale de savoir y répondre. Est-ce que dans les quinquennats de François Mitterrand, est-ce que c'est ton attitude ferme sur l'Europe, son anticommunisme qui ont fait réussir, ou les moments où la France a été sous lui bien gérée, c'est-à-dire sous Michel Rocard? Je veux dire, ça ne veut rien dire. Non, mais Ismaël Emelien va découvrir, maintenant fréquenter en direct sur BFM TV le système médiatique et il verra que vous êtes exigeant sur l'intensité des réponses. Bon, dernière question, c'est intéressant, vous connaissez, vous avez conseillé des présidents, vous avez échangé avec eux, murmuré à leur oreille. On voit quand même que le pouvoir, on dit, rend solitaire. On a quand même le sentiment que toute sa garde rapprochée au global, quand même, n'est plus aujourd'hui, n'est plus proche de lui. Est-ce qu'il gouverne plus seul que jamais? Est-ce que c'est quand même pas problématique, cet exercice du pouvoir que certains disent de plus en plus solitaire, ou est-ce qu'il n'y a pas de sujet? Je connais trop le président pour faire le moindre commentaire là-dessus. Bon. En tout cas, il y a ce bouquin à lire, absolument, Voyage au centre du système. C'est chez Grasset. Et c'est signé Alain Minc. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bye.